« 68 ». C'est l'âge auquel sont morts, dimanche dernier, deux des plus célèbres détenus français. L'ancien activiste d'extrême gauche Charlie Boer, décédé d'une crise cardiaque à son domicile, et Pierre-Juste Marny, le plus ancien détenu de France, qui s'est pendu dans sa cellule en Martinique. 68 000, c'était le nombre de personnes sous écrou en France en 2010, mais au 1er juillet 2011, ils étaient 73 320, un nouveau record. Alors qu'avant-hier, des détenus de la prison d'Uzerche en Corrèze ont adressé une lettre à nos collègues de France Info pour, écrivait-il, briser l'omerta qui règne dans leur lieu de détention, nous vous proposons ce matin de mettre les prisons françaises sur écoute en compagnie de trois invités. François Besse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur en Île-de-France de l'Observatoire international des prisons, l'OIP. À vos côtés dans notre studio, Mathieu Bonduel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. Enfin, notre troisième invité est ce matin Stéphane Jacot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national en charge des politiques pénitentiaires et des prisons à l'UMP. François Besse, je voudrais qu'on commence peut-être au ras des phénomènes, si je puis dire. À quoi ressemble aujourd'hui, pendant l'été, la vie quotidienne des détenus, hommes et femmes, et par exemple à 7h ci, à 7h40 le matin? Alors, je vais parler de la vie quotidienne du plus grand nombre, c'est-à-dire des personnes qui sont à l'heure actuelle incarcérées en maison d'arrêt. Plus d'un tiers de ces personnes sont incarcérées à plusieurs dans des cellules individuelles. Donc la nuit n'a pas été forcément extrêmement agréable. Et une journée va commencer avec vraisemblablement très peu de choses à faire pour la plupart. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vu le taux de surpopulation, et puis on est en été, il y a moins d'intervenants en prison, ça veut dire qu'une journée de 24 heures risque de se passer avec 22 heures passées dans la cellule, et puis 2 heures en promenade, et c'est tout. Donc voilà le quotidien à l'heure actuelle de la plupart de ces détenus. On peut s'interroger effectivement sur ce que ça produit, ça au fil du temps. Alors, les surveillants de prison, c'est intéressant de le dire, qu'on rencontre, nous disent qu'au quotidien, eux, quand ils arrivent le matin, puisque là c'est à peu près l'heure d'ouverture des portes, ils arrivent avec un sentiment d'inquiétude qui est assez grand, c'est-à-dire quand je vais ouvrir la porte, est-ce que je vais me prendre un plateau ou un objet dans la figure parce que les personnes qui sont à l'intérieur ne supportent plus leurs conditions de détention? Est-ce que je vais trouver un mort? Voilà. Oui, vous parlez des morts qui peuvent survenir pendant la nuit. On pense notamment au suicide, puisqu'il y en a eu plus de 109, me semble-t-il, l'an passé. 58 à ce jour pour l'année 2011. Mathieu Bonduel, avant qu'on en vienne à cette question importante des suicides en prison, je voudrais qu'on reste sur cette idée de la prison l'été, et la prison l'été, en tout cas sous votre plume, puisque vous avez signé récemment une tribune dans un quotidien français, c'est la surpopulation dont parlait François Besse. Il y a eu le rapport de l'Opal qui, publié début juillet, qui rappelle que 115% d'occupation moyenne des établissements pénitentiaires en France. Oui, et là, on agrège tous les établissements pénitentiaires, c'est-à-dire les maisons d'arrêt dont vient de parler François Besse, qui sont quand même les établissements les plus surpeuplés par définition, et d'autres établissements qui connaissent beaucoup moins de surpopulation, comme les centres de détention ou les maisons centrales, puisque s'y applique de fait le numerus clausus. Dans ces établissements-là, on n'incarcère pas plus, globalement, qu'il n'y a de place, alors que dans les maisons d'arrêt, il n'y a pas de numerus clausus. Et vous appelez d'ailleurs un numerus clausus dans les maisons d'arrêt. Oui, parce que tant qu'il n'y en aura pas, en réalité, on aura cette surpopulation carcérale. Je le dis tout de suite, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt construire davantage de places de prison? C'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on peut avoir. Mais François Besse vous répondrait, comme il l'a dit à d'autres journalistes, quand on remplit, on construit, quand on construit, on remplit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais construit autant. Sur les 20-30 dernières années, on a construit énormément de places de prison. Et pourtant, on a une surpopulation record, un triste record. Donc je pense qu'il est temps de s'interroger. Et alors, Stéphane Jacot, je le disais, vous vous occupez des questions, la question des prisons au sein de l'UMP. On sait qu'il y a eu un rapport qui
qui a fait plus de bruit dans les médias que le vôtre récemment, c'était celui d'Éric Ciotti, qui appelait à envoyer en prison les gens qui étaient condamnés plus rapidement, systématiquement. Et on sait que, ça c'est la personne responsable des lieux de détention en France, Jean-Marie Delarue, qui le disait, que de septembre 2010 à mai 2011, la population carcérale a grimpé au rythme d'1% par mois. Et on sait que cette inflation, si je puis dire, est le résultat aussi du fait qu'on a envoyé en prison, conformément à la demande de M. Ciotti, les gens qui avaient des condamnations pendantes, si je puis dire. Est-ce que vous essayez de modérer un peu ces ardeurs, puisque vous êtes témoin et vous êtes conscient et vous êtes au jour le jour auprès de cette question de la surpopulation carcérale? D'abord, je me permettrai d'apporter un rectificatif sur le nombre de personnes en détention. Il y en a 64 000 en France et non 73 000, comme vous le précisez. Alors, je disais sous-écrou. Pas confondre sous-écrou et en détention. J'avais fait attention au choix des mots. Donc, ce sera plutôt 64 000. Moi, ce que je dirais, effectivement, la première des responsabilisations pour un détenu, c'est d'exécuter sa peine. Éric Ciotti parle bien de la non-exécution des peines qui est de 80 000 aujourd'hui. Il ne parle pas systématiquement d'une peine de prison. Il parle de l'exécution. Par contre, effectivement, moi, je resterai un peu dans l'esprit de la loi pénitentiaire 2009 qui rappelait quand même que la peine de prison doit rester le dernier recours, et notamment pour les délits les plus graves. Et bien évidemment, c'est dans cet esprit que j'ai fait plusieurs propositions et que j'indique qu'effectivement, il faut davantage de places de prison en France, notamment tout simplement pour que la prison évolue avec la société. On a de nouveaux délits, nouveaux crimes qui aussi sont nouveaux. Donc la prison doit s'adapter à cette évolution. Il faut aussi tout simplement augmenter le nombre de places de prison pour améliorer les conditions de vie carcérale, pour permettre, comme on le voit avec ces nouveaux établissements qui entrent dans le cadre du nouveau programme immobilier, avoir des structures plus neuves, pour pouvoir avoir des ateliers, pour pouvoir aussi mettre l'accent sur la réinsertion, ce qui n'est pas forcément possible aussi dans les petits établissements. Voilà. Chose que vous faites dans votre rapport, on y revient dans un instant, François Besse. Deux petites précisions, effectivement, sur les chiffres également. Je pense qu'il est important de rappeler que dans les statistiques de l'administration pénitentiaire, donc il y a un peu plus de 64 000 personnes détenues, et l'administration parle de 56 000 places de prison. Si on regarde d'un peu plus près, il n'y a que 48 000 cellules. Ça fait des années que le principe de l'encellulement individuel est voté puis reporté. Donc on peut, à travers ces chiffres, voir que la situation est encore plus grave que ce qu'on sait. Il y a 16 000 personnes à l'heure actuelle qui sont détenues dans des cellules multiples, c'est-à-dire des dortoirs, parfois à 20. Donc vous imaginez un peu les conditions de vie. En plus, derrière les chiffres, on peut le dire, François Besse, il y a quand même des hommes, vous y insistez là en parlant des conditions de détention. Et si on se représente par rapport à la population française, c'est quasiment un Français sur 1000 qui aujourd'hui est en détention. Alors cette promiscuité, elle déclenche au quotidien des situations de violence qui sont extrêmement dures à vivre et qui sont, enfin ça on le sait tous, totalement contre-productives, puisque si le temps de détention est passé à devoir être le plus fort, s'imposer comme tel, etc., on peut s'interroger sur cette question. Je voulais compléter, deuxième partie, effectivement, c'est les textes prévoient que les peines courtes sont censés être aménagés. Alors il y a en ce moment un discours totalement paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté on dit il faut incarcérer, il faut mettre à exécution les peines, mais on oublie que les peines doivent être mises à exécution avec le recours à la prison comme étant le dernier recours d'une part, et avec l'aménagement des peines. Ce qu'on a vu ces derniers mois avec les consignes qui ont été données par le ministre de la Justice, de mettre à exécution les peines, c'est qu'on voit arriver en prison à l'heure actuelle des gens qui ont été condamnés pour une peine très courte il y a 4 ans, 5 ans. Moi j'ai un exemple d'une situation d'une jeune femme à Fleury-Mérogis là, qui a été condamnée à une peine très courte de quelques mois en 2006 et qui se retrouve incarcérée là pour purger sa peine. Il n'y a personne pour l'aménager. Depuis, elle est passée complètement à autre chose. Elle s'est mariée, elle a des enfants, elle a un boulot, etc. Et tout s'est écroulé. C'est un exemple parmi bon nombre d'exemples de la situation à l'heure actuelle. Parallèlement, les associations qui doivent et qui peuvent accueillir des gens en aménagement de peine, etc., voient leur budget mais justement, venons-en à cette question, puisque nous sommes dans des temps d'austérité, François Besse. Stéphane Jacot, vous en êtes conscient. Vous avez rendu un rapport le 30 juin dernier, et d'ailleurs, rapport dont vous ne dévoilez pas le budget. Alors, est-ce que c'est un aveu de désespoir par rapport à ce manque de budget en France? On le sait, mais plus précisément, et comme toujours, comme c'est le cas pour les prisons. Bon, sur le budget justice, l'année dernière, on a voté 7 milliards sur le budget
vraiment à la justice. 2 milliards, si je me trompe, hein, vous m'arrêtez sur mes intervenants. Non, on va pas se quereller sur les chiffres, de toute façon. Sur les prisons, il a été constaté une légère hausse. Pourquoi j'ai pas vraiment évalué mes propositions en termes budgétaires? Tout simplement parce que c'est pas encore complètement finalisé. Je dois rendre davantage de précisions sur mon rapport. Mais est-ce que vous craignez, alors, au-delà de ça, est-ce que vous craignez, Stéphane Jacot, que les mesures d'austérité qui sont annoncées par le président de la République dans le contexte international que l'on sait, et européen, pour le 24 août, est-ce que vous pensez que ces mesures d'austérité vont en particulier toucher les prisons? Vont toucher tous les secteurs publics. Avec la révision générale des politiques publiques, on sait très bien que tous les secteurs sont touchés par et donc les programmes immobiliers aussi dont vous parliez. Mais je dirais non, puisque le programme, c'est quelque chose qui est lancé jusqu'en 2018 pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de raison à ce que ça soit stoppé. Moi, ce que je propose justement pour que mes propositions soient applicables, c'est tout simplement de rééquilibrer certaines choses. Par exemple, l'École nationale de l'administration pénitentiaire est un établissement public. Moi, ce que je propose tout simplement, c'est que cet établissement soit placé en service déconcentré de l'État, ça reviendrait moins cher. Je propose aussi de raccourcir la scolarité des conseillers d'insertion probation qui passerait de 2 ans à 1 an. On gagnerait en termes de coûts. Ça, on va y revenir justement aussi, en professionnalisant ces professionnels, ces conseillers d'insertion probation, et en recrutant dès le départ des gens qui sont psychologues, qui sont spécialisés dans l'accompagnement social. Il y a des mesures effectivement restrictives, mais il faut aussi revoir, par exemple, certains modes de fonctionnement qui sont beaucoup trop chers, des scolarités qui sont trop longues, alors que, par exemple, les surveillants ont une scolarité d'1 an. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a des choses à réadapter, il y a des économies à faire, mais aussi, on peut rendre les choses plus efficaces. Bon, et puis vous faites aussi preuve d'ambition avec d'autres mesures qui sont peut-être un peu plus coûteuses, vous l'assumez, on y reviendra dans un instant. Mathieu Bonduel, on est non seulement en temps d'austérité, mais on est aussi, je le disais, on s'approche d'une élection présidentielle et d'élections législatives. Donc on est en campagne d'ores et déjà. Alors il y a ce rapport de monsieur Stéphane Jacot qui, dit-il, va se situer en complément de celui plus musclé et virulent d'Éric Ciotti. Vous soutenez et vous rappelez dans votre récente tribune dans le journal Le Monde, Mathieu Bonduel, que Badinter, en 1981, avait réussi à faire baisser les détenus sans créer le chaos. Oui, et oui, on a du mal à le penser aujourd'hui, et on voit bien que dans la discussion qu'on a, en quelque sorte, on raisonne à situation constante, ou même on admet qu'elle puisse continuer de s'aggraver, et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, est-ce qu'on ne peut pas simplement se demander si tous les gens qui sont en prison, en réalité, doivent y être? Il y a des gens qui doivent aller en prison, ça ne fait aucun doute, mais peut-être faut-il se réinterroger là-dessus, c'est-à-dire repenser la question de l'incarcération. N'incarcère-t-on pas des gens qui, en réalité, n'ont rien à faire en prison? Et ne les laisse-t-on pas trop longtemps en prison, au-delà même des conditions ensuite qui sont les leurs? Encore une fois, on n'a jamais construit autant de places de prison et il n'y a jamais eu autant de surpopulation. Donc voilà, on ne peut plus raisonner en termes purement quantitatifs. Mais notamment pour les peines alternatives dont on va parler bien sûr tout au long de notre grand entretien, Mathieu Bonduel, est-ce que ce n'est pas aussi une question de coût dans cette époque, encore une fois, où l'argent public vient à manquer? Oui, après c'est un problème de choix politique. Est-ce que c'est plus cher, les peines alternatives, ou les places en détention qui, on le sait, ont un coût important aussi? La détention coûte cher, et les peines alternatives coûtent cher. Enfin, je veux dire, un bracelet électronique, par exemple, c'est cher, mais d'autres dispositifs peuvent être assez chers aussi. Après, c'est une question de choix politique. Qu'est-ce qu'on veut? Et avec quels impacts sur la délinquance? Je rappelle quand même... Badinter a pris ces mesures de faire baisser le nombre de détenus en France après la victoire électorale. Je ne sais pas si ils avaient joué cette carte-là pendant la campagne. Simplement, ce que je voudrais rappeler, c'est que la délinquance sur les personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, après on pourrait en discuter pendant des heures, continue d'augmenter. Donc apparemment, l'impact de la politique pénale menée depuis plusieurs années, et notamment d'une politique d'incarcération massive, sur la délinquance, est faible, voire n'existe pas. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un débat sur qui doit aller en prison et qui ne doit pas y aller. François Besse? Oui, pour revenir un petit peu, le coût sur le coût, ce qu'il faut regarder, c'est à long terme, et c'est vrai que là, on est quand même très souvent dans une vision à très court terme. Si le coût de détention, il est connu, sur les mesures qui peuvent être prises en amont, à la fois en matière de prévention, mais également de peines alternatives, etc., sont beaucoup plus payantes, on va dire, au final, puisque si on évite aux personnes de faire des séjours répétés en prison, je pense que tout le monde a y gagner. Si elles s'insèrent, etc., le coût sera supprimé. Well, look, if
If you don't talk, I mean, these sessions are gonna go slower. So. This is what the devil plays before he goes to sleep. Some food for thought, this food for death. Go ahead and fucking eat. My father's dead, why I don't know. We'll never fucking meet. I cut my wrist and play piano cause I'm so depressed. Somebody called a pastor, this bastard is so possessed. This meeting just begun, nigga, I'm Satan's son. My mother raised me a single parent, so it's apparent that I got love for my mother. None of you other fuckers are much important. I'm getting angrier while recording. I'm feeling like the bulls. I got a gang of wolves. I have futurist children that's fucked up in they mental. Simple will probably not fuck them. Nous écoutons à l'instant quelques mots du rappeur américain Tyler, The Creator. Son morceau s'appelle Bastard et il y a un petit côté dark, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Dark, sombre, sinistre, peut-être comme les conditions de détention. Je voudrais qu'on en dise un mot, Mathieu Bonduel, maintenant. Je le disais au début de notre entretien, on a appris la mort de Charlie Bauer le dimanche dernier. Il avait passé 25 ans en détention, dont 9 ans dans les QHS, les fameux quartiers de haute sécurité qu'il a décriés, qu'il a fustigés, tout comme Roger Nobel-Peace, ou encore comme Michel Foucault, ces quartiers de haute sécurité qui ont disparu en 1982. Mais comment la prison a-t-elle évolué quand on sait que la question des atteintes à la dignité des personnes détenues sont toujours dans l'actualité? D'abord, il faut avoir à l'esprit qu'il existe des quartiers d'isolement, toujours dans nos prisons, qui sont en gros l'équivalent des QHS, c'est-à-dire que c'est des endroits où des détenus ne voient personne d'autre. Ce qu'on appelle le mitard dans le jargon. Alors non, le mitard, c'est le quartier disciplinaire, c'est-à-dire que c'est l'endroit où se trouve un détenu lorsqu'il a commis une faute disciplinaire, c'est-à-dire en gros lorsqu'il a enfreint un règlement de l'établissement pénitentiaire. D'ailleurs, avec souvent plusieurs sanctions pour une même faute, puisqu'ensuite il peut se voir supprimer un certain nombre de réductions de peine. Enfin, bon, on pourrait y revenir, mais ça pose problème, disons, les multiples peines en prison. Il y a toujours ces quartiers d'isolement. Donc les quartiers d'isolement sont des endroits où, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, on mettra un policier incarcéré, parce qu'un policier dans une même cellule, dans une cellule avec des gens qui, en quelque sorte, qu'il aurait pu être amené à arrêter, ça peut poser problème. Bon, ce sont des endroits terribles. Il faut avoir ça à l'esprit. Et au-delà de ces endroits, je veux dire, d'une manière plus générale, nous le savons, nos prisons sont une humiliation pour notre pays. Et c'est pas moi qui le dis, c'est en 2000, une commission d'enquête parlementaire du Sénat qui utilisait ces termes-là très forts, humiliation pour la République, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que les cellules sont trop petites, il y a trop de monde dans les cellules, c'est sûr, l'hygiène n'est pas satisfaisante, c'est le moins qu'on puisse dire, des détenus handicapés ne peuvent pas se déplacer, bref, les toilettes ne sont pas protégées, donc il n'y a pas d'intimité dans les cellules, et de fait, ces derniers mois, l'État français a été condamné à plusieurs reprises par la justice administrative, donc par les tribunaux administratifs, après des recours formés par des détenus, en raison de ces conditions indignes de détention. Alors Mathieu Bonduel parle d'humiliation. Stéphane Jacot, vous aimez à citer Valéry Giscard d'Estaing, qui en 1974 déclarait la peine, rien que la peine, toute brimade supplémentaire est injuste et inutile. Et vous proposez pour mettre fin, sinon à l'humiliation, du moins notamment à ce problème très important qui est l'inactivité, dont parlait François Besse tout à l'heure, vous proposez de mettre en place une agence nationale de l'activité en prison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre idée? Oui, bien évidemment. Bon, je crois que l'intérêt, c'est avant tout qu'une personne, je dirais que sorte de prison et qu'elle soit pas encore plus détruite qu'elle l'est quand elle entre en prison. Mais c'est très compliqué vu les conditions de vie carcérale. L'intérêt, et je pense, comme le citait aussi un des philosophes des Lumières, César Beccaria, était que la peine de prison puisse aider un infracteur, comme on peut le dire parfois, ou une personne qui commet une infraction, à prendre conscience de ce qu'il a fait et en ressortir, bien évidemment, reconstruit. Mais ça, c'est bien évidemment une idée généreuse et ambitieuse. Moi, ce que je propose, effectivement, c'est une agence nationale du travail en détention, pour les personnes placées sous main de justice, de façon à encadrer légalement le travail. Je propose vraiment un contrat de travail carcéral, puisqu'on ne peut pas vraiment appliquer le droit du travail commun en détention, de façon à ce que la personne qui travaille en détention ait une mission qui soit reconnue sur un contrat, et quand elle sort de prison, elle puisse faire valoir cette expérience. Voilà ce que je propose. Je propose aussi un encadrement des tiges. Aujourd'hui, les travaux d'intérêt généraux. Travaux d'intérêt généraux, qui est une peine alternative, pas suffisamment utilisée,
Après, ça dépend aussi de ce que la peine que donnent les magistrats. C'est pas assez utilisé. Je propose aussi que les collectivités territoriales développent davantage les travaux d'intérêt généraux. Et cette agence pourrait servir donc à la fois à tisser des liens avec des entreprises, à encadrer légalement le travail, à développer davantage les tiges. Voilà. François Besse, à l'instant, Stéphane Jacot nous expose son idée. Il nous parle de l'importance de la sortie. Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation et de liberté, a pu déclarer que la vérité de la prison, c'est le jour de la sortie. Et vous déclarez que les détenus sortent à vif aujourd'hui des prisons. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition que fait Stéphane Jacot ? Elle est intéressante, mais je crois qu'en amont, il ne faut pas oublier déjà qu'il faudrait travailler surtout à faire en sorte que toutes les personnes qui ne sont pas censées être en prison, c'est-à-dire les personnes malades, les courtes peines qui peuvent être aménagées, etc., soient hors de la prison et donc exécutent leur peine autrement ou soient hospitalisées, etc. Après, le problème des moyens ne se poserait même plus, je crois, sur le développement des activités, du travail et de la réinsertion.